Tout sur le Congo en anglais. Bienvenue dans notre émission Droit de cité. Droit de cité qui donne la parole à toute la diaspora congolaise. Et aujourd'hui, nous sommes heureux d'accueillir un frère burundais qui a beaucoup à nous dire. Il voudrait partager avec nous ses réflexions. C'est un activiste burundais. Nous allons l'écouter. Allô, bonjour. Bonjour mon frère Roger, comment ça va? Ça va et vous? Bon, ça va, sauf qu'il fait froid au Royaume-Uni. D'accord, là actuellement, donc pour vous situer, vous êtes au Royaume-Uni, dans quelle ville exactement? Je suis dans une ville qu'on appelle Aberdeen, en Écosse. D'accord. Oui, oui. Aujourd'hui donc, j'ai eu la grande surprise de recevoir votre appel. Oui. Donc, Oui. Cet appel qui nous a conduit finalement à échanger pas mal de mails où vous m'avez par A plus B prouvé certaines choses. Pouvez-vous nous, comment dirais-je, expliquer plutôt à nos téléspectateurs, à nos auditeurs, votre message? En fait, pour être bref, je voudrais d'abord lancer un message de soutien, pour la population congolaise au pays, mais aussi les familles qui ont perdu les leurs, qui sont dans la diaspora. Et je continue à dire que les souffrances de la région des Grands Lacs sont des souffrances qui effectivement ont causé justement la communauté internationale à se poser tant de questions. Mais moi je dis toujours que à partir du Congo, ce pays a souffert pendant des centaines d'années. Donc moi ce que je dis, les souffrances du Congo n'ont pas débuté en 96, mais bel et bien en 1800, avec l'invasion du roi belge, il faut le dire, Léopold II. Et ces souffrances ont été plus accentuées par l'assassinat d'un leader qui reste une figure respectée sur le continent africain. C'est Patrice Emery Lumumba. Et donc, c'est à partir de ce message que je voudrais que dans tout ce qu'on entreprend de faire, dans la lutte politique, une lutte politique dans laquelle j'ai été engagé depuis 1999, ici au Royaume-Uni, me focalisant surtout sur la violation des droits de la femme, notamment le viol. Et je parle aussi des droits de l'enfant, parce qu'il faut reconnaître que quand même, dans une guerre, ce sont les femmes et les enfants qui souffrent toujours. Ce sont les enfants qui perdent leurs parents pendant une guerre. Ce sont les femmes qui sont violées pendant une guerre. Et ce phénomène de viol est un phénomène qui a été observé depuis le Rwanda, le Burundi et le Congo. Et moi, je voudrais apporter mon soutien, mon message de soutien, pas seulement au peuple congolais, mais à la région des Grands Lacs. D'accord. Parce que D'accord. Nous avons bien compris votre message, mais pouvez-vous un peu nous parler de vous? Qui êtes-vous et comment êtes-vous arrivé finalement à être un activiste réfugié au Royaume-Uni? En fait, moi, j'ai fui mon pays en 99 parce que mon pays, le Burundi, connaissait une guerre ethnique entre les deux principales ethnies, les Hutus et les Tutsis. Et pas ça seulement, mais aussi des membres de ma famille, donc des oncles paternels, avaient été trempés en fait dans un putsch militaire de 93. Alors on avait subi, puisque mon père n'a jamais été d'accord avec ce qui se faisait avec le pouvoir militaire au Burundi,
on avait subi des intimidations, des poursuites donc du régime militaire. Et donc, mes parents avaient jugé qu'il est temps de quitter notre pays. Et c'est comme cela que je me suis rendu au Royaume-Uni pour demander l'asile politique. L'asile que vous avez bien sûr obtenu avec les preuves d'oppression et de risque que vous aviez au Burundi. Oui, en fait, moi, il faut que j'explique une chose. Je suis burundais, même si je n'aime pas toujours m'identifier comme burundais Tutsi, mais bon, comme notre conflit est de caractère ethnique, je vais le dire, mais il faudrait que le peuple de la région des Grands Lacs ou la communauté internationale puisse savoir une chose. Il y a une population Tutsi qui n'a pas toujours été d'accord de ce qui se faisait au Burundi. Moi, je vais le dire haut et fort. Au Burundi, il y a eu une politique de discrimination contre la majorité Hutu depuis 1966, quand le pouvoir a été pris par un junta militaire. Et donc, bien que je sois Tutsi, en 1972, mon père allait être assassiné avec des intellectuels Hutus. C'est ce qu'on a appelé le génocide des Hutus en 1972. Et donc, partant de cette histoire, comme c'était un élément gênant, un témoin gênant, on a toujours voulu, effectivement, l'assassiner. Et moi-même, j'ai été témoin en 1995, où des jeunes, donc manipulés par les partis politiques au pouvoir, donc à majorité militaire, ont voulu assassiner mon père encore une fois, à 5 minutes de chez nous. Donc, de quelle manière, pouvez-vous nous donner un peu plus de quelle manière on avait attenté à la vie de votre père? En fait, c'était un groupe de jeunes qui étaient armés par l'armée du temps en 1995. Et c'était les mêmes qui avaient fait un coup d'État militaire en 1993. Donc, ils avaient des pistolets. Et ils avaient bloqué donc la voiture de mon père. Et autant, en fait, on disait à ces jeunes qui étaient manipulés par le régime militaire, on leur avait dit qu'en fait, mon père était Hutu. C'était une excuse qu'on utilisait pour assassiner des gens dans la capitale de Bujumbura, au Burundi. Donc, si je comprends bien, votre père, Tutsi, Oui. avait été confondu, pris pour un Hutu, d'où la tentative d'assassinat. C'est ça. Mais aussi, c'est pas ça seulement. Mon père a toujours été un professeur d'université, mais qui a toujours rejeté les idées divisionnistes entre les Hutus et les Tutsis. Et donc, on avait même arrêté, donc les militaires, le régime militaire l'avait arrêté aussi, vers les années 76. Et on a, comme il y a toujours eu un pouvoir militaire depuis 66 jusqu'à presque en 2005, on a toujours été suspect du témoin, en fait, de l'élément gênant de mon père, parce qu'il avait connu déjà des choses en 72. Il avait participé beaucoup à donner des diplômes à des Hutus, alors que le code de discrimination encourageait justement le pays à donc exclure la population Hutu de postes clés ou de formation académique dans certains domaines. Alors, donc c'est pour cela que je dis que notre tragédie, partant de l'exemple du Congo, en parlant aussi du Burundi, qui est mon pays, est une tragédie qu'il faut condamner haut et fort et encourager surtout les familles qui ont des peines à faire face justement à cette tragédie, mais aussi surtout contribuer à construire un système de justice. Donc moi ce que j'appelle l'activisme non violent, comme Steve Biko en Afrique du Sud,
il faut se battre pour que justice soit servie pour la population des régions de Grand Lac. D'accord. Donc, quand vous parlez de, comment dirais-je, d'actions non violentes, avez-vous entendu parler de groupes de personnes de la diaspora congolaise que nous qualifions de combattants patriotes? Oui, j'en ai entendu parler. J'ai même failli être malheureusement agressé, mais je leur ai expliqué que je suis du côté du peuple de la région de Grand Lac. En fait, on m'avait, encore une fois, c'est la tragédie de notre région, à cause de la criminalité de nos leaders. Malheureusement, les gens innocents ont toujours peur justement de payer pour des erreurs qu'ils n'ont pas commises. Et là, moi, je vais dire pour le cas du Burundi, parce que je suis burundais, le major Pierre Buyoya, qui était le président du Burundi, a été trempé depuis 1996, même avant 1996 au Congo, en traquant la population Hutu qui avait fui le pays dans les émeutes de 1972. Et non pas seulement contacter la population Hutu, mais aussi il avait été trempé dans les trafics de minerais au Congo. Et ce monsieur est un monsieur qu'on considère toujours dans la communauté internationale comme un homme de paix, un homme qui a ouvert le pays à la démocratie, un homme qui est même consulté dans l'église électorale sur le continent africain. Et je vous précise déjà qu'il est consultant, il a été consultant sur le référendum du Soudan. Alors là, c'est vraiment une insulte pour les populations Hutu et Tutsi du Burundi qui ont souffert sous son régime. Et donc, moi je dis que le combat des combattants devrait peut-être se diriger plus à construire des éléments qui nous permettront, une fois pour toutes, de se débarrasser de ces gens-là qui ont causé, il faut le dire, une division du peuple de la région des Grands Lacs. Mais comment alors, qu'est-ce que vous pouvez proposer aux combattants patriotes congolais pour pouvoir effectivement construire ces éléments qui pourront permettre aux populations de reprendre le pouvoir à ces dirigeants qui finalement ne sont pas en accord avec ce que pense la population des Grands Lacs? Il est très simple de le faire. Partons déjà de l'exemple du Soudan. Le Soudan étant un pays très riche en pétrole, et donc ce président de Khartoum, M. Bachir, qui a persécuté une catégorie de la population, a toujours usé justement de ses contacts pour faire le lobby en sa faveur, en la faveur de son régime. Alors, moi je dis toujours qu'il faut essayer d'utiliser les mêmes exemples de ces dictateurs qui usent de leurs moyens pour faire moi ce que j'appelle le lobby. Alors le lobby c'est faire simplement une plaidoirie pour les crimes qu'on a cités, mais aussi réaffirmer aussi notre désir de voir le continent ou même la région des Grands Lacs être indépendant encore une fois, parce qu'on a perdu notre indépendance. Je ne sais pas si vous êtes de même avis, moi je pense qu'il n'y a pas d'indépendance dans la région des Grands Lacs. Alors moi ce que je leur propose c'est de se mobiliser. Il y a ce qu'on appelle des pétitions, donc viser les institutions où on trouve ces dictateurs qui font leur propre lobby, ou même des amis de ces dictateurs. Moi je dis que le major Pierre Buyoya, il bénéficie du lobby d'un Américain qui s'appelle Howard Whoopi. Et cet Américain, c'est le conseiller spécial sur la région des Grands Lacs. Vous vous imaginez. Alors ce monsieur, c'est lui qui fait tout pour que
les crimes de ce major ne soient jamais, ne gagnent jamais de crédibilité. Alors moi, ce que je dis, c'est de rassembler les Congolais, mais aussi les Burundais, les Rwandais, et d'écrire régulièrement à vos élus du Parlement. Donc pour vous, pour votre cas par exemple, pour la France, il faut écrire régulièrement, même s'il faut répéter la même chose, il faut leur écrire. On a fait de même ici. Moi j'ai envoyé au moins 200 lettres depuis 1999 pour parler du Congo, pour parler aussi du Burundi, mais aussi pour parler de certaines misères du Rwanda. Alors il faut écrire régulièrement à nos parlementaires, mais aussi écrire aux Nations Unies, mais aussi écrire à toutes ces institutions politiques où justement ces dictateurs continuent à alimenter des informations qui ne font que promouvoir leurs propres intérêts. Alors moi en fait, brièvement je dis rassembler les noms de ceux qui veulent se battre pour nos pays et faisons un combat politique qui serait semblable à celui de Stephen Biko ou même de Mandela. Merci pour ces propositions que vous avez faites, que la diaspora congolaise pourra juger et apprécier. Moi, je voulais savoir votre avis en fait par rapport à la venue de Paul Kagame, par exemple, dernièrement en France. Qu'est-ce que vous avez pu penser de la réception de Paul Kagame par le président français? Bon, j'ai toujours dit que je ne connais pas M. Kagame, le président Kagame, personnellement, mais ce qui est clair, c'est que il a des comptes à donner dans ce qui se passe dans la région des Grands Lacs. Et comme je n'ai pas des informations qui identifient les cas, je ne vais pas les citer au téléphone, mais je dis que les présidents, moi je dis les présidents de la région des Grands Lacs ont des comptes à rendre à la population sur la question du président Kagame. Moi je vais vous donner l'exemple de 93. Quand le président démocratiquement élu du Burundi a été assassiné, donc dans la nuit du 20 au 21 octobre 93, ça a été fait par des individus militaires, mais après qui s'étaient dit, pour en fait expliquer les crimes qu'ils avaient commis, ils ont dit, ah, on l'a fait pour sauver la communauté Tutsi parce qu'il y allait y avoir un génocide. Et moi, je vous le dis, je suis Burundais Tutsi. J'ai rencontré pas mal de Burundais Tutsi aussi très récemment. Ils m'ont dit, non mais ces gens-là l'ont fait à leur propre nom. Ils n'ont pas fait au nom de la communauté Tutsi du Burundi. Alors, moi, partant de cet assassinat, vous vous rendez compte qu'il y a au moins 100 000 personnes qui ont été tuées justement pour cet assassinat. Donc, question de vengeance. Alors, c'est pour dire que tout ce que nos présidents font, même si on parle de crimes contre l'humanité, parce que moi je reconnais qu'il y a eu des crimes contre l'humanité, et le problème c'est qu'on parle que du Congo, parce que ces crimes-là de vengeance ont eu lieu aussi au Burundi. J'ai pas été témoin, mais on m'en a parlé. Alors moi je dis que ces leaders qui ont commis ces crimes, qu'ils soient jugés sur leur propre tête et qu'on puisse avancer ensemble comme un peuple de la région des Grands Lacs. Mais pensez-vous aujourd'hui avec la division qu'il y a entre les peuples des Grands Lacs, il pourrait avoir des retrouvailles et que le peuple bantou pourra se retrouver un jour? Moi je dis toujours que la colonisation a usé du principe de diviser pour régner. Je vous avais parlé par email de la fraternité et de l'amitié que j'ai toujours eue de la part de
la communauté congolaise, mais aussi de la communauté rwandaise au Burundi. C'était des communautés qui s'entraidaient. Dans votre mail, vous nous avez fait part de vos connaissances sur la balkanisation de la RDC. Pouvez-vous là développer un peu plus sur vos connaissances sur la balkanisation de la RDC? Alors, pour parler de la balkanisation, il faut le comprendre dans un contexte historique. Rappelez-vous, par exemple, au Burundi, les Américains, l'ancien ambassadeur américain avait suggéré que comme il y avait eu donc un déchirement ethnique entre les Hutus et les Tutsis, qu'il fallait donc découper le Burundi en deux parties. La même suggestion avait été faite par donc des Européens encore une fois, donc de faire un découpage et de rendre le Katanga indépendant. Et avec les recherches scientifiques qui ont été faites sur tout le sol congolais, certaines personnes à un niveau très très élevé ont commencé à parler de découpage du territoire congolais, mais pas seulement du Congo de l'Est comme beaucoup le pensent, mais en fait le découpage du Congo en 4 parties et qui serait contrôlé justement par des pays qui ont justement ces sociétés dont on connaît, nous tous, multinationaux en minerais. Et comme vous le savez d'ailleurs, il y a justement des mouvements dans la région, ce qu'on a appelé la formation par l'Africom, des armées de l'Afrique de l'Est. Mes sources me disent que donc tout ça va justement dans ce programme de découper encore une fois, comme si la conférence de Berlin de 1884 n'avait pas été assez. On veut encore découper pas seulement le Congo. Il y a même des sources qui disent que le Burundi serait rattaché au Congo pour des fins qu'on ne connaît pas. Ah, donc vous nous apportez l'information comme quoi le Congo serait divisé en 4, mais on rajouterait le Burundi au Congo. C'est ça que vous nous faites comprendre? D'après mes sources, c'est ce qu'on m'a dit. J'ai vu aussi des écrits sur ça. Et comme je me suis rendu compte que toutes ces discussions sont faites pas dans la région des Grands Lacs, mais plutôt dans des pays assez puissants, on se rend compte justement, rappelez-vous, des écrits qui parlaient des discussions secrètes pour avoir un gouvernement du monde. Donc en voyant ces discussions sur la balkanisation de la région des Grands Lacs, ça ne m'a pas tellement surpris. Parce que comme vous le savez, les multinationaux l'ont essayé dans les années 60, dans la région des Grands Lacs. Et moi je me dis, avec cette crise économique, on peut s'attendre à tout. Mais si le peuple, pas seulement de la région des Grands Lacs, mais si le peuple africain peut résister de la même façon qu'ils ont résisté Africom, donc la commande militaire américaine pour le continent africain, je pense que ces plans peuvent être arrêtés. Mais il faut avoir du courage pour se tenir debout. Comme Bob Marley l'avait dit, il ne faut pas avoir peur de l'arme nucléaire. Il faut avoir une émancipation de nos minds, donc de nos pensées, et défendre notre continent. Je vous remercie.